Donc c'est ça le produit principal de la compagnie. Mais là, qu'est-ce qui arrive, c'est que l'importation de nouvelles espèces et de nouveaux produits suite à l'aquaculture. Ça, c'est un problème, surtout avec la réduction des quotas puis l'application des moratoires pour préserver les ressources naturelles au Québec et au Canada. Donc là, on a une incertitude au niveau de notre approvisionnement. Puis pour contre-attaquer ça, Mme Bourgault, elle, extension de sa gamme de produits et pénétration de nouveaux marchés. Donc c'est comme ça qu'elle pense contre-attaquer sur l'incertitude de l'approvisionnement. Puis l'autre point majeur, c'est la main-d'œuvre dans la région, en Gaspésie. Très belle région, soit dit en passant, des beaux paysages. Mais la main-d'œuvre s'en vient vieillissante. La main-d'œuvre quitte vers les grandes villes, vers Québec, vers Montréal, vers Trois-Rivières. Puis, donc là, on a de moins en moins de main-d'œuvre. Donc, c'est important de la mobiliser. Donc, d'en tenir compte, de faire attention à notre main-d'œuvre. Puis, ça, c'est un des points importants dans nos recommandations. Puis, donc, je vais passer le micro à Judith. Parfait. Donc, au niveau de notre analyse de cas, ce que nous avons commencé par faire, c'est une analyse à l'interne de la compagnie, en soulevant les problèmes qu'il y a à l'intérieur de l'organisation et en vous mentionnant finalement les solutions qu'il serait important d'apporter afin d'améliorer justement la compagnie actuelle. Donc, si on commence avec la première fonction d'entreprise, qui est la gestion des ressources humaines, on peut le voir à l'heure actuelle, la compagnie elle a des problèmes à ce niveau-là. Il y a un manque de structure assez flagrant. Ce qu'on propose pour améliorer tout ça, c'est l'instauration d'un organigramme. Comme on l'a dit, mon collègue l'a dit tout à l'heure, la dirigeante a actuellement beaucoup de poids sur les épaules parce que c'est elle qui s'occupe de prendre toutes les décisions. C'est à elle que tous les gens se réfèrent justement aussi pour prendre les décisions et tout ça. Donc en instaurant un organigramme, ça va permettre de diviser les responsabilités et par la suite, les gestionnaires directs vont pouvoir prendre des décisions et les ramener à la gestionnaire qui vont pouvoir ensuite en juger. Par la suite, nous suggérons aussi de mettre en place un conseil d'administration. Toute bonne entreprise a un conseil d'administration pour prendre des décisions et la compagnie actuelle n'en a pas. Donc, c'est pour ça qu'on croit que c'est super important d'en instaurer un. Si on prend un exemple au niveau de la production, le gestionnaire qui s'occupe justement de la production a un point important à apporter à la dirigeante pour lui permettre de prendre des décisions internes. Donc, en instaurant le conseil d'administration, comme ça, elle va pouvoir avoir les points de vue de tous les gestionnaires des autres fonctions et pouvoir prendre de meilleures décisions à ce moment-là. Au niveau de la gestion des ressources humaines, toujours, on peut soulever un problème au niveau de la mobilisation des employés. C'est super important, justement, dans les régions que on a un problème au niveau du recrutement des employés, de faire attention aux employés qu'on a actuellement. Donc, pour faire face à ce problème-là, on peut aussi remarquer, excusez-moi, que le taux de départ actuellement est beaucoup plus élevé dans la compagnie que dans le secteur, si on compare avec les groupes témoins qui nous ont été mentionnés. Donc, pour améliorer ce problème-là, on croit qu'une transparence au sein de l'organisation permettrait d'améliorer la mobilisation des employés, parce que ceux-ci soulèvent qu'ils ne sont pas beaucoup conseillers pour améliorer l'organisation. Donc, la dirigeante ne va pas leur demander leur opinion et c'est ça qu'ils voudraient. Donc, justement, en étant plus transparent, en leur faisant part des changements et en prenant leur avis, on croit que ça pourrait aider à la mobilisation des employés. Par la suite, une augmentation au niveau du budget de la formation. Donc, les employés ne sont pas tous bien formés pour ce qui est de l'utilisation des matériels de production. Comme on peut le voir au niveau des statistiques, Alimer a un investissement de 132 millions au niveau du budget de formation et dans le secteur, on est à 283 millions. Donc, c'est beaucoup moins élevé que le secteur. En investissant dans la formation, les employés, ça va leur permettre d'être beaucoup plus polyvalents et d'effectuer des tâches différentes, ce qui va, au final, améliorer leur mobilisation. Donc, voici ce qui conclut au niveau de la fonction ressources humaines. Si on regarde maintenant au niveau de la fonction de production, qui est assez un problème majeur actuellement dans l'entreprise. Au niveau des ventes, tout va bien, ça pourrait être encore plus amélioré. Le problème, c'est la capacité de production, elle est limitée. Ils auraient besoin justement de faire davantage d'investissements pour pouvoir grossir justement leur organisation et augmenter leur capacité de production. Puis, c'est certain qu'au niveau d'une compagnie, la compagnie actuellement, elle veut croître. Donc, c'est important de soutenir aussi l'investissement au niveau de la production pour que la croissance soit soutenue. Si on regarde justement aussi avec les groupes témoins,
L'investissement que Alimer a fait au cours des 2 dernières années est beaucoup moins élevé en fonction des ventes qu'ils produisent. Donc voici pour la fonction production. Si on regarde au niveau de la fonction vente et marketing, actuellement, leur principale stratégie marketing se limite aux bouche à oreille pour justement vendre leurs produits. Et c'était correct pour finalement leur situation actuelle, vu qu'ils ont une clientèle concentrée à leur région. Mais si on veut expandre et augmenter les ventes, c'est certain qu'il faut changer la stratégie du marketing. Et ça doit commencer par se faire évidemment en embauchant un responsable de marketing parce qu'à l'heure actuelle, il n'y en a pas. Donc, si on regarde aussi avec le marché, toutes les autres compagnies font des études de marché, de l'analyse de concurrence et de la prospection au niveau des nouveaux marchés. Puis, justement, la compagnie Alimer investit 2 fois moins dans le marketing que les autres groupes témoins. Aussi, si on continue au niveau des ventes, oui, on remarque en regardant les états financiers qu'une croissance au niveau des ventes, mais la croissance, elle diminue d'année en année. Et ça, comme on peut le voir, de 2009 à 2010, on a une croissance de 25 %, ce qui est quand même important, mais de 2011 à 2012, elle était de 7,14 %. C'est certain que c'est toujours une augmentation, une croissance, mais elle est de beaucoup diminuer. Donc, c'est certain que les changements que l'entreprise doit apporter au niveau de la production, c'est-à-dire investir pour augmenter la capacité de production, bien, ça va leur permettre de augmenter leur croissance des ventes. Donc, voici pour la fonction vente et marketing. Je laisse la parole à mon collègue Maël. Donc, par la suite, là, si on continue encore une fois au niveau des risques internes, mais que cette fois-là, on va plutôt du côté des contrôles et gestion au sein de l'entreprise actuelle dans laquelle vous voulez investir. Donc, c'est important dans un premier temps de regarder vraiment tout ce qui va être les ratios financiers, tout ce qui va apporter de l'argent dans la compagnie, tout ce qui va être la liquidité et la rentabilité. Donc, on veut vraiment savoir là, si pour vous, là, ça va vous rapporter de l'argent sur votre investissement initial que vous allez apporter dans la compagnie. Donc, pour ce faire, dans un premier temps, on est allé voir du côté du cycle de conversion de l'encaisse. Donc, on a observé qu'il y a une petite déficience au sein du cycle de conversion de l'encaisse. Le cycle de conversion de l'encaisse se sépare en 3 parties, en fait. Donc, il y a, dans un premier temps, la conversion des comptes clients, des stocks et des comptes fournisseurs. Donc, on a observé un peu chacun de ces ratios pour voir lequel avait un effet si néfaste à la fin sur notre cycle de conversion. Puis, on s'est rendu compte, surtout, le problème était au niveau des comptes fournisseurs. Ce qui arrive au niveau des comptes fournisseurs, en fait, c'est très bien pour l'entreprise présentement de maintenir de très bonnes relations. C'est vraiment important pour l'entreprise de profiter des escomptes qu'ils profitent en payant rapidement. Mais par contre, il peut s'agir d'une source de financement qui peut coûter un peu moins cher que d'autres sources de financement qu'ils utilisent actuellement. Donc, pour cette raison-là, ça serait peut-être intéressant pour l'entreprise d'augmenter son cycle des comptes fournisseurs pour pouvoir réduire son coût en capital. Puis, par la suite, pour ce qui est des stocks, également, on trouve que pour ce qui est d'une entreprise en alimentation, c'est quelque chose d'un peu élevé de garder les stocks à environ 28-29 jours, si je me rappelle bien, de mémoire. Pardon, je peux me permettre, c'est 57 jours. 57 jours, comme mon collègue si assidu me le rappelle. Donc, en fait, c'est vraiment haut pour une entreprise d'alimentation. Donc, ce serait intéressant peut-être de regarder, de faire peut-être du juste à temps ou de s'aligner vers d'autres méthodes pour pouvoir, en fait, réduire les stocks, là. Puis, en fait, là, le cycle de conversion de l'encaisse, en général, ce que ça nous dit, c'est combien de temps ça prend à l'entreprise pour transformer $1 de vente en $1 d'encaisse. Donc, en fait, c'est vraiment important de réduire ce cycle de conversion-là, puisque ça va apporter plus de liquidité à l'entreprise et donc elle va être en mesure de pouvoir soutenir sa croissance de façon meilleure, en fait.
Donc, pour continuer, encore une fois, là, avec les contrôles et gestion à l'interne de l'entreprise, on a vu qu'il y avait un certain problème de liquidité. En fait, on a calculé le ratio de liquidité immédiate, puis on se rend compte qu'il est environ 0,0167. On sait qu'environ une entreprise qui serait saine, qui serait liquide, serait environ un ratio de 0,5. Donc, on voit ici qu'il y a peut-être des petites lacunes à ce niveau-là, puis qu'il faudrait améliorer le tout. Donc, comment est-ce qu'on ferait pour améliorer ces points? En fait, on irait dans un premier temps, on établirait un budget de caisse. Ça serait vraiment important parce que, comme ça, on pourrait voir une évolution, on pourrait voir comment l'entreprise fait pour s'en sortir avec ses liquidités, puis également prévoir à plus long terme combien est-ce qu'elle va avoir de besoin aujourd'hui. On voit également qu'il y a des difficultés d'obtention de crédit. En fait, les difficultés d'obtention de crédit peuvent être liées également à la même raison, au problème de liquidité, puisqu'on voit que on est surtout à la dernière minute pour aller chercher, faire augmenter notre marge de crédit. Donc, si, comme on veut qu'il se passe dans la compagnie, si on établit un budget de caisse, on va être en mesure à ce moment-là, d'aller chercher dans des établissements financiers, leur montrer nos besoins futurs et pouvoir obtenir un meilleur financement. Puis également, en même temps que le budget de caisse, ce serait très bien d'établir également des états financiers prévisionnels, ce qui donnerait encore plus de poids aux demandes de financement de l'entreprise. Puis également, d'autres calculs qu'on a faits, en fait, on voit que oui, il y a un problème de liquidité, mais que pour l'instant, l'entreprise s'en tire encore bien. On a calculé deux ratios d'indice de faillite pour calculer le tout. On a calculé l'indice de faillite selon Altman, puis celle selon Beaver. Donc, on sait que celle selon Altman devrait se situer au-delà de 2,99 pour être dans une zone de sécurité. Donc, ici, on arrive à un ratio de 3,38, ce qui est excellent. Puis, selon Beaver, on arrive à 0,606, pardonnez-moi. Donc, on est encore une fois dans la zone de sécurité, puisque selon Beaver, on doit se situer au-delà de 0,4. Donc, pour continuer avec l'évaluation de la rentabilité, c'est important de faire le pont entre les deux, entre les liquidités et la rentabilité. Donc, une entreprise qui est rentable n'est pas nécessairement liquide. On voit ici, selon nos chiffres, que l'entreprise est vraiment rentable présentement, mais qu'il y a un manque de liquidité. Donc, ce serait vraiment important d'apporter des liquidités pour pouvoir soutenir la croissance de l'entreprise, puis pour pouvoir que votre investissement vous rapporte vraiment. Donc, pour ce qui est des marges nettes, en fait, on voit que le secteur se tient environ à 0,01, donc à 1%. Puis l'entreprise, elle, se maintient à 4%. Donc, on voit vraiment que notre entreprise est dans une bonne position du côté de la rentabilité. Pour ce qui est des fonds propres également, donc le ratio du ROE, qu'on a regardé avec les deux groupes témoins qu'on a comparés, donc le groupe d'âge et le groupe du secteur. Puis on voit encore une fois qu'il y a non seulement une bonne différence entre les deux, mais également une bonne stabilité. Donc c'est très bien pour l'entreprise actuellement. Puis par la suite également, on a utilisé en fait le CFA ratio. Ce que c'est en fait, on sait que le ROE, on peut le diviser selon l'analyse du pont. Nous, on a voulu aller voir un peu plus loin, puis aller vérifier avec le CFA ratio qui, lui, va également nous donner l'effet des taxes et des intérêts sur notre ROE. Donc, à ce moment-là, on a pu voir vraiment que c'est pas un problème pour ce qui est des taxes et des intérêts, mais vraiment que la force pour l'entreprise se trouve au niveau de l'effet de levier qui en profite à bon escient, puis également de la rotation de l'actif qui était vraiment, qui faisait augmenter le ratio du ROE. Puis, en regardant un peu la décomposition, on peut savoir également qu'est-ce qui serait bon pour l'entreprise, donc qu'est-ce qui l'amènerait à améliorer la rentabilité des fonds propres. Puis, en sachant qu'il y a un effet avec les taxes et les intérêts,
Donc, nous, ce qu'on vous proposait, c'était également d'augmenter les investissements. Donc, en augmentant les investissements, on augmenterait notre amortissement. Donc, en augmentant notre amortissement, on réduirait également notre charge d'impôt, donc qui améliorerait notre ROE. Donc, de ce point, je laisse mon collègue là, la parole avec les recommandations. Donc, M. Tremblay, à la lumière de notre présentation, on voit que la compagnie a un excellent potentiel. Une dirigeante dévouée à sa compagnie, une compagnie rentable, qui a de l'innovation, qui a beaucoup de vouloir. Par contre, on a décelé des gros problèmes. Puis, c'est certain que nous, si on fait une proposition, c'est d'investir dans le projet, mais d'arriver avec des conditions fixes. 3 conditions. Premièrement, on parle de création d'un tableau de bord. Parce que présentement, il manque de suivi. On n'a pas de coût de revient, on n'a pas assez de suivi, il n'y a pas de budget de caisse, pas d'état financier prévisionnel. Donc, il manque de suivi. Elle n'a pas beaucoup de spécialistes en finance, les comptables. Bon, donc on veut vraiment un tableau de bord avec des critères spécifiques, premièrement. Deuxièmement, la création d'un conseil d'administration pour pas que toute la compagnie, si elle veut prendre l'expansion, on ne peut pas laisser ça sur les épaules de la dirigeante. On sait qu'elle est compétente, c'est pas ça la question. On veut seulement déléguer un peu plus. Parce que le niveau de stress, il augmente, puis ça peut diminuer ses performances. Donc, créer un conseil d'administration, tableau de bord pour avoir des critères précis. Puis finalement, l'utilisation des fonds pour augmenter la capacité de production. Parce que c'est vraiment important au niveau de la croissance, là, parce que là, à chaque année, on est limité. C'est ça qui coupe notre croissance. Donc, l'utilisation des 300 000 $ serait vraiment importante. Augmentation de l'usine, formation des employés, puis vraiment se concentrer sur la production à l'intérieur de la compagnie. Puis si jamais elle refuse ces critères-là, moi je vous dis, on a beaucoup de potentiel au Québec. Allez voir dans une autre compagnie peut-être. Parce que ça, ces 3 conditions-là sont importantes. Puis si elle accepte, remettez-y l'ensemble de notre dossier. Je pense qu'on a des excellentes recommandations plus spécifiques pour elle. Donc merci pour votre écoute. Puis si vous avez des questions, on a une période de 5 minutes. Dans votre tableau de bord, quels seraient les indices du Canadien 50, mais quels sont les principaux indices que vous voudriez que Mme Bourgault porte son attention? Tous les éléments que vous pourriez pointer là-dessus? Moi, je pense que le coût de revient, de laisser ça aléatoire, comme ce l'est présentement, si une compagnie veut vraiment prendre des parts de marché, on ne peut pas laisser ça au fruit du hasard puis au fruit de comment ça va aujourd'hui. Moi, j'aimerais savoir des coûts de revient précis. Puis c'est une des meilleures manières de voir où sont répartis les coûts variables fixes. Donc je pense que c'est vraiment important de mettre un coût de revient dans cette compagnie-là. Surtout une compagnie de production comme ça, je pense que c'est un élément clé pour faire augmenter la production, la capacité. Donc vous nous recommandez d'investir 300 000 sous quelle forme et pourquoi et à quel rendement? Ça c'est au niveau d'un capital action. Puis pour l'instant, ne pas trop être dans la compagnie, donc demander un suivi annuel. Puis les conditions seraient peut-être demander des dividendes, mais après X nombre d'années ou après X nombre de ventes. Donc par exemple, si on atteint ce seuil de vente-là, on pourrait peut-être regarder au niveau des dividendes. Au niveau de la profitabilité, là on pourrait regarder, bon, si vous atteignez cette marge-là, on pourrait y aller pour des dividendes, mais ce serait un capital action, puis de garder seulement un suivi annuel. Donc regarder si les conditions sont respectées, mais ne pas trop être dans la compagnie, parce que madame aime bien gérer sa compagnie. Vous aviez parlé un petit peu plus tôt, au niveau des escomptes, finalement, il y avait un bout que je trouvais un petit peu contradictoire quand on disait qu'il y avait une partie quand il bénéficiait des escomptes, finalement, au niveau de payer le compte à payer rapidement. Et après ça, vous aviez dit un petit peu contraire qu'il faudrait peut-être changer ça. J'aimerais juste comprendre un petit peu la base de votre raisonnement là-dessus. Bien, en fait, on dit que oui, c'est très bon là, de bénéficier des escomptes qu'on peut avoir de nos fournisseurs, mais également, ça peut être meilleur dans un contexte où on peut baisser notre coût en capital si on utilise nos comptes fournisseurs sur une plus longue durée. Donc, si ça nous coûte moins cher en intérêt, là, se financer là, au lieu de, par exemple, dans une banque ou autre part. Préférez-vous obtenir un escompte de fournisseur ou augmenter votre cycle de convention de la caisse?
Bien, dans ce contexte, en fait, pour la compagnie actuelle, on pense que ce serait mieux de délaisser les escomptes des fournisseurs. Vraiment, dans les recommandations à donner, c'est notre position finale qu'on donnerait. Alors, peut-être une question plus à volet financier. Étant donné que nous, on est investisseurs dans ce projet-là, c'est difficile de déterminer quel taux de rendement on pourrait exiger en tant qu'investisseur pour établir si notre projet est rentable. Alors, sur quelle base vous pouvez nous suggérer sur quoi peut-on fixer ce taux-là qui peut être exigé pour notre investissement? Moi, je pense que ce serait important de fixer la valeur de la compagnie avec une actualisation, par exemple, des flux monétaires. Donc, parce qu'on sait qu'un actif financier, le rendement qu'on espère, c'est vraiment d'actualiser les flux qui vont être dans l'avenir, puis de mettre un prix à l'action qu'on achète, puis de mettre ça directement sur la table lors de notre investissement dans la compagnie privée, puis d'établir le prix d'une action en tant que telle. Puis ça va être ça notre revenu lorsqu'on va la revendre, ou sinon des dividendes, comme j'ai parlé tout à l'heure. Okay, mais je suis tout à fait d'accord qu'on doit actualiser les flux monétaires, mais à quel taux? C'est vraiment la question. Mais c'est toujours selon le CMPC, donc le coût en capital. C'est comme ça qu'on actualise les flux monétaires. Puis, présentement, on irait avec le taux bancaire, donc celui à laquelle il se finance. Puis, pour ce qui est du taux, des fonds propres, on irait avec les dividendes futurs sur le prix de l'action qu'on a payé aujourd'hui, plus la croissance de la compagnie. Donc, c'est comme ça qu'on peut calculer un rendement espéré pour les fonds propres. C'est une des trois méthodes qui est couramment utilisée. Puisqu'on n'a pas de bêta parce que la compagnie n'est pas publique, on va y aller avec le dividende espéré sur le prix de l'action qu'on aurait payé selon elle, avec la croissance de la compagnie. Donc, on trouve un rendement espéré. Okay. Donc là, vous me dites qu'on peut déterminer soit avec le coût du capital, c'est juste pour le coût du capital, soit avec le coût des fonds propres, qui est déterminé avec quoi, vous me dites? Avec le dividende futur sur le prix de l'action. L'autre méthode, c'était? C'est selon le bêta, donc le CRPM, ou la MEDAF en français, si on aime la langue de Molière. Donc c'est ça. Et on ne peut pas l'utiliser parce que la compagnie n'est pas publique, pas de bêta. Donc on doit y aller selon le dividende futur, puis sur le prix de l'action, plus la croissance. Ça fait le rendement espéré pour les actionnaires, donc pour nous. Puis on y va en proportion selon comment la compagnie se finance. Donc le poids de la dette avec le coût de la dette, le poids des fonds propres, le coût des fonds propres, qu'on vient d'expliquer. Dernière question? Oui. Alors, vous m'avez dit que vous aviez mentionné qu'un tableau de bord était important pour l'entreprise. Je suis tout à fait d'accord pour prendre un tableau de bord, mais ça prend quelqu'un pour guider le tableau de bord. Alors, qu'est-ce que vous voyez comme solution au niveau de l'entreprise? On a parlé de différents problèmes au niveau de la gestion générale, gestion de ressources humaines, gestion financière. Alors, qui va gérer ça, ce tableau de bord-là de l'entreprise? Je pense qu'on peut y aller avec le conseil d'administration. Si en leur suggérant finalement d'instaurer un conseil d'administration, l'ensemble des gestionnaires vont pouvoir finalement avoir leur mot à dire au niveau du tableau de bord. Puis, Madame la dirigeante va aussi avoir le mot final à dire sur l'installation. Et donc, ce serait un conseil de gestion à l'intérieur de l'entreprise. Oui, exactement. Qui travaillerait sur le tableau de bord. Puis qui montrait le tableau de bord? Je termine là-dessus. Je pense que chacun des directeurs aurait son mot à dire. Le directeur de la production, par exemple, le directeur de la comptabilité, chacun aurait son mot à dire. Mais on s'entend que le directeur de la production aurait la plus grosse partie du tableau de bord. Vous insérer différentes engagements. Pas se concentrer seulement sur un département, parce que pour l'instant, il semble avoir un peu de problème à régler à tous les niveaux. Donc, on va regarder à tous les niveaux. Parfait. Merci. Merci.